Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Je suis également productrice de podcasts spécialisés sur les sujets RH et RSE et coach de managers et de dirigeants sur les sujets de management. Dans cet épisode, c'est l'arroseur arrosé. J'ai eu la chance d'être invitée et interviewée par Sandrine Dorbe. À l'origine, notre conversation est un live sur LinkedIn sur le sujet de la santé mentale, mais notre échange m'a tellement plu que je lui ai proposé de le diffuser sur Chef, car je sais à quel point le sujet de la santé mentale, votre santé mentale et celle de vos équipes est un sujet important et encore un peu tabou. Alors en 25 minutes, je dévoile ma relation à ma santé mentale, comment j'en prends soin et quelle est ma vision de la question de la santé mentale en entreprise aujourd'hui et dans le futur du travail. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Sandrine, j'espère que cet épisode vous donnera aussi envie de suivre ses contenus. Sandrine est une experte des sujets de rémunération. Elle a créé une société de conseil qui s'appelle How Much, avec laquelle elle accompagne les dirigeants qui veulent mettre en place dans leur entreprise une stratégie de rémunération qui a du sens, qui est efficace et pertinente. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute de ma conversation avec Sandrine Dorbe. Si cet épisode vous plaît, partagez-le au maximum autour de vous et à très bientôt. Bonjour Sophie. Salut Sandrine. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Écoute, impeccable. Je suis vraiment ravie qu'on puisse se parler aujourd'hui pour prendre notre petite boisson chaude post-déjeuner. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, donc je m'appelle Sophie Plumer, je suis aujourd'hui l'hôte du podcast Chef. J'aime bien dire que dans Chef, je reçois des leaders qui rendent le monde meilleur. Et je suis aussi productrice de podcasts sur des sujets à impact positif, essentiellement dans la sphère RH, managériale, futur du travail, premier paquet, et deuxième paquet sur des sujets de développement durable. Voilà, parce que j'ai une ancienne casquette, j'étais avant responsable RH et manager dans un cabinet de conseil, et j'ai beaucoup appris de cette expérience qui a duré quand même 10 ans, donc qui était assez fondamentale pour moi, et je me suis passionnée pour les sujets de management et plus globalement pour le monde du travail. Voilà. Ce que j'ai trouvé particulier dans ce que tu fais, que ce soit via Chef, j'ai beaucoup aimé les séries de cet été. Le summer break avec Malika. Ouais. Ce qui m'intéressait dans ce que tu faisais via Chef, ce que tu pouvais poster sur LinkedIn, c'est que même si c'était pas des sujets sur lesquels tu te présentais comme étant une spécialiste, une experte ou quelqu'un qui réfléchissait, la santé mentale revenait toujours revenait soit en ligne de fond, soit régulièrement. Mmh. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui et je me suis demandé à partir de quand, toi, c'est un sujet qui a commencé à t'intéresser? Je sais pas mettre de date précise, mais en tout cas, il y a eu, je dirais, plusieurs éléments déclencheurs. Donc, je disais en introduction que j'étais RH et manager précédemment dans un cabinet de conseil. Le conseil, c'est un métier qui est quand même assez exigeant. Moi, donc j'avais dans mon périmètre, j'étais responsable RH d'un périmètre d'à peu près 1000 collaborateurs. Donc, en fait, ça fait un panel assez large de situations à traiter. Et les situations forcément un peu les plus délicates, c'était moi qui les traitais. Et il y avait quand même un nombre assez important de sujets de santé mentale, de surcharge de travail, de questions de sens, de questions aussi liées qui mixaient santé mentale et santé physique. J'ai notamment en tête d'avoir accompagné une collaboratrice dans son cancer du sein. Et en fait, forcément, il y avait aussi un gros volet santé mentale dans cette épreuve qu'elle traversait, etc. Donc, ma première approche, ça a été une approche d'accompagnement, d'accompagnante dans un rôle soit de RH, soit de manager auprès des collaborateurs de mon entreprise. Il y a eu un deuxième déclic, forcément, c'est un déclic plus personnel. J'ai énormément travaillé, j'adorais mon boulot, j'étais très engagée, j'adorais ma boîte, les valeurs qu'on portait, etc. Je me suis cramée gentiment une première fois où je me suis réveillée un matin, je pouvais plus lire. C'est-à-dire que je voyais les mots, mais ça n'avait plus de sens. Et je suis revenue à mon réflexe de CP, tu sais, où on nous apprenait B, A égale bas. Voilà, je me suis rappelé ça, donc c'était quand même un bon cramage.
qui m'a beaucoup appris. Enfin, j'ai pris une semaine d'arrêt maladie. Je me suis énormément reposée, puis je suis repartie parce que vraiment j'étais juste épuisée physiquement. Ça a laissé, voilà, ça a laissé des traces quand même dans ma manière d'appréhender mon travail, la place de mon travail et ma santé physique et ma santé mentale, qui a derrière amené des changements assez structurants dans ma vie, puisque j'ai pris 6 mois de congé sabbatique à un moment donné pour me retrouver en fait et pour me remettre au centre de ma vie. Et derrière, ça a amené le podcast, une démission, un lancement dans l'entrepreneuriat et un déménagement en Bretagne. Avant, j'étais à Paris. Aujourd'hui, je suis en Bretagne. Donc voilà, ça a été un déclencheur. Ça a mis du temps, bien sûr, ça s'est pas fait en un temps court, mais ça a été un déclencheur hyper fort dans la durée. Donc voilà un peu les deux manières dont j'ai vécu la santé mentale, qui est pour moi une fondamentale en fait dans la vie, quoi. Il y a la santé physique, mais la santé mentale, on peut pas faire sans, je pense. Mmh. Ce que j'entends souvent, c'est, une forme d'impatience, des personnes qui sont en souffrance se disent: «OK, je vais prendre une semaine de vacances, voire mon médecin me propose d'être en arrêt maladie 2 semaines et ensuite je retourne au bureau et tout ira mieux». Toi, il t'a fallu combien de temps entre la première crise qui est: «Je n'arrive plus à lire tellement je suis cramée» et j'ai réussi à me remettre au centre de ma vie, j'aime bien l'expression, et à me repartir sur des nouveaux projets? Longtemps, Ouais. mais avec des phases. En fait, moi, j'aime bien voir la vie de manière générale comme un chemin et tu as des étapes sur ce chemin qui te permettent, quand tu les dépasses, après, d'aller à l'étape suivante, etc. Donc, cette première phase de cramage, pour moi, elle a vraiment duré une semaine. Après, je suis revenue au travail hyper motivée, hyper engagée. J'ai ajusté des choses dans mon quotidien, notamment mes horaires de travail, notamment les personnes aussi dont je m'entourais, et je passais plus de temps avec des gens qui prenaient plus soin d'eux, etc. Donc, il y a eu ça. Mmh. Mais moi, j'ai pris un congé sabbatique en 2020, qui était prévu avant le Covid. J'ai démarré en février 2020, mi-février 2020, et qui était prévu depuis 2018 en fait. Donc, j'avais pris du temps pour le préparer et l'activer. Et en fait, entre mon début d'arrêt, enfin pas d'arrêt, mais de congé sabbatique et la fin qui a duré 6 mois, j'ai vraiment vu des évolutions dans ma santé mentale. Et après, il a fallu encore 2 ans. Enfin, il y a eu des étapes pendant 2 ans, 3 ans, si tu veux, derrière pour atteindre aujourd'hui le bien-être que j'ai aujourd'hui. Mais je travaille continuellement dessus, en fait. Je me fais accompagner, dans le cadre de l'entrepreneuriat, je me fais accompagner par une psychologue, par une coach business, par aussi une masseuse parce que je fais du sport, je fais du yoga, je fais de la marche, je fais de la natation parce que j'ai la chance de vivre à côté de la mer. Donc tout ça, ça participe à mon bien-être physique, mais le massage a une place importante aussi dans ma vie. Et donc en fait, je continue à travailler dessus et je me dis que tu me reposes la question dans 2 ans, je te dirais entre le jour, le 5 octobre 2023 et le 5 octobre 2025, il y aura encore eu des étapes. Donc pour répondre peut-être plus précisément à ta question, quand ça dépend de l'étape où on est, et il y a des moments où le repos est absolument nécessaire. Mais la santé mentale, c'est pas qu'une histoire de repos, c'est une histoire je veux dire, d'état d'esprit, de travail sur soi. Et parfois, on a plus de mal à se remettre au centre de notre vie parce qu'on est très happé par les enfants, le travail, les amis, autre chose. C'est aussi OK, mais c'est un chemin, voilà. C'est un chemin. J'aime beaucoup l'image, du chemin. Là, tu as partagé avec nous, avec, beaucoup de générosité, ton chemin à toi, enfin une partie de tes réflexions personnelles sur le sujet. Mais Mmh. plus globalement, est-ce que tu, parce que je sais que tu travailles sur le management avec des managers, avec des entreprises. Oui. Comment le sujet, il a évolué depuis 2020? Alors toi, tu t'intéressais déjà à ça un peu avant du fait de tes anciennes fonctions, mais comment est-ce que tu as Mmh. vu, le sujet évoluer? Il y a eu une période, alors je sais pas si c'est avant 2020 ou pas, mais on va dire autour de 2020 ou peut-être un peu avant, mais il y a eu un sujet de santé mentale qui était très lié à ce qu'on appelait des burn-out et des sujets de charge de travail. Moi, c'est vraiment, je l'ai vécu comme ça quand j'étais RH et manager. Et le sujet, c'était vraiment la gestion du temps, de nos agendas
d'accepter de pas pouvoir tout faire, de prioriser. D'ailleurs, j'étais aussi responsable de la formation. On travaillait beaucoup sur les formations en gestion du temps, en priorisation. Tu sais, la matrice urgent, important, urgent, pas important, pas urgent, pas important, etc. Donc voilà. Donc c'était, je dirais, tout finalement, peut-être toute la décennie 2010. C'était vraiment ces sujets-là et mon accompagnement était très tourné autour des sujets charge de travail. Après, il y avait bien sûr d'autres sujets, hein, mais c'était quand même le gros. Ce que je ressens depuis le Covid a mis un gros focus sur le sujet sociabilisation, enfin l'humain en tant qu'animal social et sociable, où on a eu à traiter des sujets en entreprise beaucoup de solitude liés au télétravail ou liés même au fonctionnement hybride où tu vas dans l'entreprise et finalement dans les bureaux, il se passe pas grand-chose, tu retrouves pas tes repères, tu retrouves pas tes amis, collègues ou en tout cas les gens avec lesquels tu as des liens. Tu te sens un peu isolé et tu perds un peu le sens peut-être et en tout cas, tu es plus trop nourri par les relations sociales. Voilà. Donc ça, c'était très contextualisé autour de 2020, 2021, même 2022. Et là, en fait, depuis 2022-2023, je trouve qu'il y a une accélération plus globale, un peu de perte de repères, de perte de sens, liée aussi à l'accélération de la communication, de la prise de conscience autour du changement climatique et tout ce que ça entraîne comme remise en question de notre système de valeurs, de notre système de travail. Et alors, moi, je travaille moins avec la génération Z, mais beaucoup avec des managers, tu vois, des gens qui ont entre 35 et 50 ans, on va dire, c'est à peu près le gros de mes interlocuteurs, des gens que je reçois sur mon podcast, des gens pour qui je produis des podcasts qui sont mes interlocuteurs RH ou dans les entreprises, mais aussi des managers que j'accompagne. Et en fait, ils sont un peu perdus en tant que manager, mais aussi en tant qu'humain. En tant que manager, parce qu'ils sont très confrontés à des remises en question de la génération Z qui leur disent moi je veux pas travailler autant. Ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas, donc en fait, je vais pas le faire, peu importe ce que je risque. Qui vont avoir une relation au travail beaucoup plus proche, peut-être d'un freelance entre guillemets. Enfin voilà, je décide de ma vie, etc. Et même si t'es mon chef, je me fiche un peu des liens qui nous unissent. Donc il y a ça qui se prennent en pleine face, on va dire, qui les interpelle. Et il y a après tout ce qui se passe, tout ce qu'ils voient dans une certaine perte de sens de leur travail. Moi, j'ai encore des amis, beaucoup qui travaillent à la Défense, puisque je travaille à la Défense, qui me disent, mais en fait, qu'est-ce que je produis, la valeur que je produis, est-ce que ça a du sens pour mes enfants, pour l'avenir? Est-ce que je pollue? Est-ce que tout ça? Donc, des petites graines sont en train de se planter. Et en fait, ça fait vachement peur parce qu'ils disent, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Comment je gagne ma vie? À quoi je sers? Enfin, tu vois, il y a des questions existentielles qui se posent, qui font vraiment peur, qui peut vraiment chambouler notre santé mentale. Et là, il faut vraiment être accompagné pour pouvoir les traiter et c'est par petits pas qu'on va les traiter. Mais voilà. Et ça, parfois, je vulgarise un peu ou je caricature en disant, on est passé du j'ai trop de travail à c'est quoi le sens de ma vie et de mon existence sur Terre. Voilà. Et ceux qui prennent pas assez tôt, je trouve, le sujet en main, quand ils commencent à se poser des petites questions comme ça, ils peuvent vite se retrouver dans des situations de blocage et de perte de sens très profondes qui génèrent des mal-être très profonds qui mettent du temps à remonter. Enfin, tu vois, moi, je le dis souvent, quand on va pas bien, on tombe à des niveaux très bas de mal-être et donc il faut vraiment du temps pour remonter à un niveau de bien-être qui est satisfaisant et qui nous permet de bien vivre notre vie. À ton avis, est-ce que les entreprises, elles ont pris la mesure de ça? Je vais te faire une réponse qui est peut-être un peu auto-centrée et Bon, après, tu parles d'où tu es. mais voilà d'où je suis, mais peut-être un peu caricaturale, mais c'est voilà, c'est mon expérience aujourd'hui. J'ai l'impression que il y a plusieurs catégories. Il y a des entreprises qui n'ont pas du tout pris la mesure de manière globale, qui subissent et qui sont un peu on comprend pas en fait. Il y a des entreprises dont des individus, parce que les entreprises ne sont que des systèmes qui regroupent des individus, donc, où certains individus ont pris des mesures et conscience et donc accompagnent des collaborateurs en ce sens.
Il y en a qui ont carrément pris la mesure de la situation dans laquelle on était collectivement d'un point de vue climatique, démocratique, économique, etc. et qui ont changé vraiment leur manière de travailler et ont pris les sujets à bras-le-corps. Là, quand je dis je fais peut-être une réponse auto-centrée, j'ai l'impression, en caricaturant à peine, que moi, mes interlocuteurs de grosses entreprises très capitalistiques, dont la mission était très tournée autour de faire de l'argent, qui se situe pour beaucoup dans des grandes villes, n'ont pas du tout pris la mesure du sujet et s'en fichent un peu. Et j'ai l'impression que des entreprises qui ont vraiment travaillé leur mission, leur raison d'être, des entreprises qui sont beaucoup plus ancrées localement avec un vrai rôle social, sociétal, territorial, ont pris conscience de ça et mettent en place des actions, pas tant pour la santé mentale de leurs collaborateurs, mais juste pour leur continuité, leur action sociétale et du coup, créer des environnements de travail qui sont beaucoup plus sains et vertueux pour les collaborateurs. Et donc je disais, je suis un peu auto-centrée parce que moi je le vis beaucoup là. Je suis en Bretagne depuis maintenant plusieurs mois voire années. Et en fait en Bretagne, les entreprises que je rencontre sont très ancrées, très attachées à leur terre, à leur culture bretonne. Et en fait, je vois vraiment la différence entre Paris et la Bretagne. Où Paris, je parle avec beaucoup plus de personnes qui vont pas bien, qui comprennent pas ce qui leur arrive, qui subissent le truc. Quand en Bretagne, et j'ai fait d'ailleurs un post LinkedIn aujourd'hui sur un événement qui était organisé par un groupement d'employeurs qui s'appelle Vénétis à Vannes, où eux, il y avait 180 personnes à l'événement, énormément de patrons. Ils sont très ancrés localement, ils sont très investis et ils ont compris les changements qui allaient arriver et ils sont déjà en action. Donc je sens vraiment l'écart, quoi, le gap entre deux mondes. Ouais. Est-ce que tu sais si on a déjà inventé un terme, tu sais, comme le greenwashing, le pinkwashing? Est-ce qu'on a déjà quelque chose comme du mental health washing? Parce que moi, je vois beaucoup alors, c'est un peu caricatural aussi. Comme ça, on sera toutes les deux, on cadre. Moi, je vois beaucoup de grosses entreprises qui ont un discours qui est, plutôt bienveillant. Alors attention avec le mot de bienveillance, mais en tout cas qui promènent un certain nombre d'actions qu'ils mettent en place pour la santé mentale au final c'est beaucoup de déclarations et sur le terrain on ne voit pas forcément les effets. Donc est-ce qu'on a déjà inventé quelque chose? Je sais pas dire. Moi, parfois, je l'appelle le social washing. Ou C'est dans social, c'est vrai. En fait, par rapport à ça, moi, je suis très j'évite absolument le plus possible d'être dans le jugement des actions des entreprises, mais je vois qu'il y a effectivement des entreprises qui mettent en place, qui savent pas en fait, qui comprennent pas, qui voient pas le sujet parce qu'ils l'ont pas, parce que les gens qui sont en charge de ces sujets-là, que ça soit la direction générale, la DRH, autres, enfin voilà, les personnes qui sont en charge de ces sujets finalement de bien-être des collaborateurs au sein de l'entreprise, soit eux ne sont pas conscients de leur état et n'ont jamais fait ce travail sur eux de se remettre un peu au centre, soit n'ont jamais dû le faire. Enfin, s'ils n'ont pas conscience, soit ils n'ont pas d'appétence, soit ils n'ont jamais dû le faire et n'ont pas été confrontés à des personnes peut-être plus ou moins proches qui étaient dans une démarche un peu de développement personnel, de compréhension de soi. Et en fait, moi je dis c'est pas de la compréhension de soi, du développement personnel à des fins purement autocentrées. C'est pour être mieux aligné avec soi-même, pour être mieux en société, pour mieux vivre nos émotions, mieux accepter la différence des autres et être plus ouvert en fait. C'est quand on n'est déjà pas bien avec nous-mêmes, la présence des autres est insupportable. Donc voilà, donc c'est être bien soi-même pour être bien avec les autres. Et en fait, je me rends compte quand je discute avec des entreprises qui sont sur des sujets de bien-être au travail assez, comment dire, avec des discours peu alignés ou qui parfois peuvent sonner faux, c'est que les gens qui sont à la tête de ça ne comprennent pas. Non, c'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas cette intelligence-là et que du coup, ils vont chercher des moyens, ils vont chercher des outils, tu vois. Ok, donnez-moi le bon tournevis pour faire ça, mais ils savent pas se servir du tournevis, ils ont pas compris à quoi ça servait. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je vois. Et après, bon, il y a peut-être des gens qui sont
qui sont mal attentionnés et qui disent oui, on va mettre un baby-foot et puis ça va être super et on va dire que c'est la santé mentale. Je crois pas trop à ça. Je crois plutôt aux gens qui ne comprennent pas l'importance du sujet. Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc de, ils comprennent pas l'importance du sujet et parfois j'ai l'impression qu'on le fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est dans l'air du temps. Tout à l'heure, j'écoutais Nagui sur France Inter, ma veille culturelle, et il y a une journaliste de l'équipe qui disait qu'il parlait de santé mentale en disant on en parle de plus en plus, ça devient un sujet de société. Donc en fait, j'ai l'impression que certaines prennent ce sujet et le déploient en entreprise parce que ça commence à faire partie des must-have, sans forcément bien comprendre le sujet. Et là, on parle de santé mentale, mais c'est la même chose avec les démarches de diversité, les démarches d'inclusion. Si on comprend pas le fond, enfin, si on n'est pas habité quelque part par une conviction forte, bah on met on met des mesurettes et où on met en place des choses qui sont pas incarnées, quoi. Ouais. Et Je rebondis juste là-dessus. On parle de diversité de santé mentale, peut-être beaucoup dans la sphère RSE, mais bon, moi, je travaille aussi beaucoup sur des sujets de futur du travail de manière générale. Et je discutais il y a pas si longtemps que ça avec des dirigeants qui voulaient, enfin notamment un binôme de dirigeants qui voulaient mettre la semaine de 4 jours dans leur entreprise. Et en fait, en discutant 2 minutes avec eux, je me suis rendu compte que ils voulaient mettre la semaine de 4 jours pour des mauvaises raisons en fait, parce qu'ils se disaient qu'ils voulaient faire partie de ce groupe-là, parce que ça avait l'air bien, parce que voilà, mais en fait ils n'étaient pas du tout prêts en termes de maturité d'entreprise à le faire. Et alors je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais j'espère qu'ils y sont pas allés. Et puisque tu parles de futur du travail, comment, alors si on prend les paris, comment tu vois le sujet évoluer, toi, dans un futur proche, sans parler de Bah moi je pense qu'on va être enfin que les entreprises qui n'ont pas pris le tournant de toute façon de s'emparer vraiment de ce sujet-là vont être obligées. Je précise. On est de toute façon dans un monde où les entreprises sont garantes de la santé et de la sécurité des collaborateurs. C'est la loi, c'est le cadre légal en France. Donc en fait, elles doivent déjà le faire. Elles doivent déjà s'en préoccuper. Elles doivent déjà se préoccuper des indicateurs comme des arrêts maladie et de l'absentéisme. Elles doivent déjà se préoccuper des licenciements pour inaptitude parce que bon, moi là je parle en tant qu'avec ma casquette RH, mais il y a beaucoup de gens qui à un moment donné quand ils font des burn-out, ils sont plus du tout à même de retourner dans l'entreprise après parfois 6, 8, 10, 12 mois d'arrêt maladie. La santé du travail, la médecine du travail acte une inaptitude à revenir et l'entreprise n'a pas d'autre choix que de licencier la personne. Donc en fait, tous ces indicateurs-là, normalement, doivent être suivis par les entreprises et monitorés. Ils doivent mener des actions pour réduire les problèmes d'absentéisme et de départ pour ces raisons-là. Donc normalement, la santé mentale, ils s'en préoccupent déjà. Mais en fait, derrière la santé mentale, qu'est-ce qui se passe? Ça va être des sujets pour moi vraiment de système. Ce que je disais juste avant je rencontre de plus en plus de dirigeants qui se posent la question du sens de leur vie. Bah en fait, les entreprises pour se préoccuper de la santé mentale de leurs collaborateurs vont plus devoir uniquement mettre à disposition des plateformes de e-santé mentale avec des accès à des psychologues, à des coachs ou à des bulles, à des abonnements de relaxation. Ça, c'était bien quand le sujet c'était la surcharge de travail, par exemple. Là, quand on parle d'anxiété climatique, quand on parle de changement de rapport à notre travail, quand on parle d'isolement, etc. En fait, là, l'entreprise doit revoir sa manière de travailler, sa manière de collaborer, souvent sa mission, sa manière de communiquer, d'organiser les troupes, etc. Et donc, ça demande même du coup les indicateurs sur lesquels elle base elle va baser les énergies, donc avec uniquement des indicateurs financiers ou quantitatifs. Je pense que ça va plus marcher. J'avais d'ailleurs fait un épisode sur ce sujet-là sur Chef avec Laetitia Vito qui en parle très bien dans son livre En finir avec la productivité. Voilà, quand on écoute quelqu'un comme Timothée Paric aussi qui a écrit le livre
Ah oui, La décroissance ou périr, voilà. Ralentir ou périr. Ralentir ou périr, voilà, c'est ça. Donc en fait, on peut se dire que ce sont des gros mots qu'aujourd'hui on veut pas voir quand même cette remise en question forte du système dans lequel on est, etc. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais moi je suis convaincue que on y est bien dans cette remise en question, et que les entreprises qui prendront pas le pas de changer petit à petit leur système de valeur, leur système d'évaluation, de rémunération, parfois même leur métier et la manière de faire leur métier, vont générer des problèmes de santé mentale. Et de toute façon, les gens sont de plus en plus individuellement sensibles à ces sujets-là. Dans les cercles d'amis, on en parle de plus en plus. Enfin, moi, je suis très à l'aise pour parler de ma santé mentale, et donc j'ai pas de problème pour dire que je m'entoure d'un psychologue, d'un coach, je te disais, d'une masseuse, etc. pour ma santé mentale et physique. Et en fait, je vois bien qu'autour de moi, quand j'en parle et que je suis hyper à l'aise à en parler, les gens me disent ah ouais, ah bah moi aussi, du coup ça m'intéresse parce que je me pose les mêmes questions que toi, etc. Et donc en fait les tabous se lèvent, et les entreprises vont pas avoir vraiment le choix que à un moment donné, d'être poussées aussi vers ces remises en question là par leurs collaborateurs, ou sinon, je vais pas dire qu'ils n'auront plus de collaborateurs parce que je n'y crois pas, mais ça va générer des tensions, mais ça en génère déjà. Ouais. On arrive au bout de notre entretien. Il y a quand même 2 choses que je voulais qu'on aborde toutes les 2. Déjà, est-ce que tu as une actualité que tu veux partager avec nous? Alors, une première actualité, c'est que j'ouvre des places de coaching et d'accompagnement pour des dirigeants dans justement ces questionnements qui allient quête intérieure et comment ça se matérialise au quotidien dans leur job en fait, et comment ils prennent des décisions au quotidien. La semaine prochaine, je reçois Marie-Sophie Zambo et on va parler recrutement. Est-ce que tu as une question pour elle? Ouais, moi j'ai une question, c'est comment est-ce qu'elle voit l'évolution du sujet de la rémunération dans un contexte qui mêle crise économique de la part des entreprises qui sont un peu tendues en ce moment, et hausse du pouvoir d'achat de la part que vivent les collaborateurs et les citoyens. Donc voilà. Eh ben top, je transmets. Merci beaucoup Sophie pour ton temps. Merci beaucoup Sandrine. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez interagir avec moi ou avec Sandrine, nous poser vos questions, partager votre expérience ou transmettre votre point de vue, vous pouvez le faire bien sûr via les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où nous sommes toutes les 2 actives. Vous me trouverez facilement en tapant Sophie Plumer, et vous trouverez facilement Sandrine en tapant Sandrine Dorbe avec un S à la fin. Mais vous pouvez également utiliser le répondeur de chef et nous laisser un message que nous écouterons et auquel nous répondrons avec beaucoup de plaisir. Pour laisser ce message, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Ne soyez pas timide, nous avons hâte de vous entendre. À très bientôt!